Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Question Éco. Au menu ce soir, économie sociale solidaire et intelligence artificielle. Tout d'abord, nous dresserons un état des lieux de l'économie sociale et solidaire. Comment les coopératives et les associations œuvrent pour s'adapter au contexte de crise? Quelles sont les propositions des professionnels pour développer la filière davantage? Réponse en compagnie d'Asma Diani, vice-président du réseau marocain de l'économie solidaire et sociale, le REMES. Un secteur, rappelons-le, qui emploie plus d'un demi-million de personnes dans notre pays. Et en seconde partie, place à l'analytique des données, une science plus que jamais intégrée dans les processus de mise en place de stratégies des entreprises, surtout bien sûr après le passage de la pandémie. Alors peut-on pour autant parler d'une nouvelle ère dans la démocratisation de l'intelligence artificielle? Le directeur général pour la région Afrique du Nord, Ouest et Centrale d'un leader mondial de l'analytique et de l'intelligence artificielle, Yousf Aklal, sera avec nous en seconde partie de Questions Éco. Bienvenue à tous. Alors que le tissu entrepreneurial marocain a été lourdement impacté par la pandémie, l'économie sociale et solidaire semble être un moyen efficace pour relancer une partie de l'économie nationale. Les chiffres du secteur montrent qu'il existe des solutions pour davantage de croissance et de cohésion sociale. Les détails avec Al-Abnani. Si les entreprises modernes souffrent aujourd'hui à cause de la pandémie, les coopératives traditionnelles et les associations œuvrant dans l'économie sociale et solidaire ont le vent en poupe. Elles sont quelques 30 000 coopératives recensées au Maroc aujourd'hui. Ce secteur emploie une part importante de femmes, dont la plupart exercent dans l'agriculture, l'agroalimentaire ou encore l'artisanat. Un secteur qui génère des revenus à près de 600 000 coopérateurs d'après les chiffres officiels. Le secteur compte une majorité de femmes devenues autonomes avec le temps et l'expérience. La plupart d'entre elles sont même devenues de véritables créatrices d'emplois indirects et font vivre de petits tissus de très petites et moyennes entreprises. À l'horizon 2020, les objectifs stratégiques tablent sur un taux de pénétration de l'économie solidaire de 7,5% dans la population active et emploierait quelques 175 000 personnes. La part de ce secteur dans le PIB avoisinerait les 4%. Et j'ai le plaisir d'accueillir depuis Fès Asma Diani, vice-présidente du REMES, du réseau marocain de l'économie sociale et solidaire. Bonsoir Asma Diani. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Alors, l'entreprise d'économie sociale et solidaire est en constante évolution, bien sûr. Quels sont aujourd'hui les aspects de disruption causés par la pandémie ? Alors, dans le contexte pré-crise, au niveau de l'économie sociale et solidaire, nous avons un secteur qui est constitué en fait de trois organisations traditionnelles que sont les coopératives que votre reportage a couvert, les associations et les mutuelles. Il faut dire que bien entendu, on est en présence à peu près de 30 000 coopératives aujourd'hui, avec à peu près 500 000 adhérents, majorité féminine, dominance agricole, artisanat et tourisme au niveau du secteur d'activité. Et puis, à peu près un peu plus de 150 associations, malheureusement pas toutes productrices de valeur ajoutée économique. On reviendra sur ça tout à l'heure. Et bien entendu, des mutuelles, donc de 28 mutuelles et une union constituée de 7 mutuelles. Voilà grossièrement le topo pré-crise, si vous voulez. Maintenant, à l'instar de tous les secteurs économiques, l'économie sociale et solidaire a fortement été impactée par la crise Covid, notamment au début. On a progressivement en fait noté une certaine résilience, des formes de résilience développées par certaines coopératives, pas toutes malheureusement. Donc les plus petites souffrent, continuent de souffrir, notamment dans les secteurs de l'artisanat et du tourisme. Les coopératives agricoles qui dominent un peu disons la composante coopérative sortent mieux. Et c'est à leur niveau qu'on a noté notamment les formes de résilience dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment à travers la diversification des activités,
et puis bien entendu, certaines coopératives artisanales se sont aussi accompagnées en cela par l'ODECO, se sont lancées dans la production de masse. Mais c'est vrai que au tout début de la crise, il y a eu effectivement un moment de cafouillage. Les coopératives donc étaient en cessation d'activité pour la plupart, et c'est que qu'ils ont commencé à composer, à coper un peu avec cette état de crise. On va rappeler quand même que ces coopératives-là, elles représentent 45%. Alors, vous avez parlé justement de ce contexte de crise, et tout à l'heure, vous évoquiez ce problème de manque de création de valeur. Alors, avec bien sûr cette évolution quand même importante, rappelons-le, de ce segment des coopératives au Maroc, notamment féminines, vous le disiez, pourquoi elles ne créent pas assez de valeur selon vous ? Alors, le fait important, très très important, est le suivant, c'est que malheureusement, avec un backup très faible en termes de fonds de roulement et en termes financiers, et puis bien entendu des ressources humaines qui sont particulièrement modestes et peu formées. Voilà pourquoi, donc c'est une question d'échelle essentiellement, d'où le fait que finalement, quand on parle de la contribution de l'ESS globalement au produit intérieur brut, on parle de 2 à 3%. On ne va pas au-delà. Alors que dans certains autres, enfin, dans le pourtour de la Méditerranée, notamment en Espagne ou en France, on parlerait plutôt de 10 à 12% de contribution au PIB. Est-ce qu'il s'agit là d'un problème aussi d'innovation ? Comment, selon vous, justement, répondre à cette problématique d'innovation sociale ? Absolument, il y a à voir aussi avec l'innovation, parce que l'innovation, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est encore dans une composition de l'ESS faite essentiellement de coopératives, d'associations et de mutuelles. Avec une dominante, bien entendu, coopérative. Maintenant, les formes innovantes de l'entreprendre social et solidaire ne sont pas prises en compte. Et c'est justement à cela qu'a cherché à pallier le projet de loi cadre auquel j'ai personnellement contribué en 2016, et qui était supposé en fait prévoir une ouverture sur ces formes innovantes de l'entreprendre collectif. Voilà, donc effectivement, la non prise en compte de l'innovation fait que effectivement on cantonne le tissu économique de l'ESS, formé essentiellement par les coopératives, au niveau d'un entrepreneuriat de type nécessité, et au niveau, disons, de formes juridiques et de formes de business model, on va dire, plus largement, qui sont un peu traditionnelles. Alors, il y a eu une stratégie qui a été lancée en 2010. Ensuite, il y a eu une nouvelle stratégie. Donc, quand cette stratégie-là, nationale pour l'économie solidaire et sociale, a touché à sa fin, une nouvelle a vu le jour. Quels sont les principaux points à retenir de cette stratégie et comment celle-ci répond justement à ces défis que vous venez de soulever, Asma Diani ? Alors, bien entendu, la nouvelle stratégie à l'horizon 2030, qui n'est toujours pas rendue publique, est une stratégie qui est censée, en fait, soutenir, enfin, essentiellement, l'ancrage territorial de l'économie sociale et solidaire, organiser l'ESS au niveau des territoires, avoir un peu plus de restitution en termes de données, s'entend, sur ce secteur, pour qu'on puisse mieux l'appréhender, mettre en cohérence un petit peu ce qui se fait au niveau de l'ESS avec les autres stratégies sectorielles présentes dans différentes sphères économiques, et puis élément très important aussi, permettre à l'ESS de s'organiser, de s'affirmer au niveau national avec des structures donc qui lui sont dédiées. Donc c'est grossièrement ça. Maintenant, des structures qui sont dédiées, est-ce que vous parlez de la tutelle ? Quel genre de structure, à quel genre de structure faites-vous allusion ? Et surtout, il y a aussi cette question d'accompagnement, outre que financier, mais l'accompagnement pour justement mettre en place un vrai écosystème de SS, justement au Maroc, en bonne et due forme, pour plus de création de valeur que vous évoquiez tout à l'heure.
Alors la structuration se confirmerait par la création d'un ministère à part entière de l'économie sociale, dédié à l'économie sociale et solidaire, et non d'une. Enfin, on fait l'économie sociale et solidaire à bon an, mal an, comme on dit. Elle est présente dans. Voilà, donc tantôt on a un ministère de l'artisanat, de l'économie sociale et solidaire, on a un gros ministère où on a le transport, le tourisme, etc., et l'ESS. Donc, il est temps d'avoir un ministère complètement dédié à l'économie sociale et solidaire et non d'une direction de l'ESS. Alors, bien entendu, au niveau territorial, pour assurer l'accompagnement particulier des structures de l'ESS, enfin des structures productives de l'ESS, essayer avoir des maisons de l'ESS. Il y en a dans certaines régions, mais pas dans toutes les régions du Maroc. Et ces structures-là, ces structures territoriales et régionales, vont essayer de regrouper un petit peu tout ce qui se fait au niveau de l'ESS, avoir peut-être un guichet unique, comme à l'instar de ce qu'on peut trouver au niveau des CRI, mais avoir une structure qui est dédiée à l'économie sociale et solidaire, où l'entrepreneur, on va dire, social et solidaire, va se rendre et puis pouvoir disposer de l'appui, de l'accompagnement, des conseils, à la fois au moment de la création, mais au-delà, dans le cadre du post-création. Et on l'a vu, des coopératives qui n'ont pas en période post-crise pu développer donc disons des réflexes adaptatifs. Donc on entend bien que là l'accompagnement post-création il est vital pour ce type d'entrepreneur. Il y a cet accompagnement aussi, mais via la recherche, justement. Vous êtes, n'est-ce pas, fondatrice du Centre marocain des études et des recherches sur l'entreprise sociale, Asma Diani. Comment intégrer cet élément très important, un peu plus important après ce contexte de pandémie, celui de la recherche pour l'accompagnement, pour plus d'inclusion de ces entreprises sociales et solidaires, mais aussi pour améliorer leur productivité? Alors effectivement, la recherche, les études et les recherches tournées vers l'action sont vraiment importantes pour ce secteur, d'ailleurs pour tous les autres secteurs économiques, mais notamment pour celui-ci, parce que d'abord on voit bien qu'il y a une faiblesse dans la restitution des données, c'est-à-dire qu'on a peu d'études sérieuses, on va dire, qui se penchent soit sur l'ESS dans sa globalité, soit sur les organisations de l'ESS. Donc on a besoin effectivement de la recherche pour combler le vide en matière de restitution des données quantitatives sur ce secteur, mais pas que. C'est-à-dire que dans ce même secteur, on relève énormément de bonnes pratiques intéressantes, des pratiques innovantes, mais qui ne sont pas connues. Donc, il faut aller au plus près du terrain pour pouvoir justement rendre compte de ces bonnes pratiques et pouvoir les généraliser. Donc, alors, autre chose, repenser les business models régulièrement, ça c'est important. On voit que malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un secteur qui est essentiellement dominé par l'entrepreneuriat de nécessité, et en fait, à côté de cet entrepreneuriat de nécessité, on retrouve des pratiques mimétiques, c'est-à-dire que on trouve que les coopératives, par exemple féminines, elles vont présentes dans un quartier, elles vont toutes commencer à produire la même chose. Résultat, on arrive finalement, on aboutit à des filières qui sont saturées et où la marge de bénéficiaire, elle est très 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 faible, sinon quasi absente. Donc voilà, je crois que c'est important de repenser le business model, mais aussi repenser les filières, les moderniser, etc., pour qu'elles deviennent un peu plus attractives et un peu plus rentables, on va dire.
Très bien, et justement, l'importance de la donnée, elle n'est pas juste nécessaire pour cette économie sociale et solidaire, mais pour tous les pans de l'économie. Et justement, ce sera de cela enfin, en tout cas, il sera question de cela en deuxième partie d'émission. J'aimerais vous remercier beaucoup, Asma Diani, vice-présidente du REMES, du réseau marocain de l'économie sociale et solidaire, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Nous passons à présent à la seconde partie de Questions Éco. Et donc, comme je vous le disais, il sera question de l'importance de la donnée en cette seconde partie d'émission. On parlera d'anticipation, de prédiction, notamment après ce passage par la crise liée à la Covid-19 et tout l'impact que cela a eu, bien sûr, sur le fonctionnement, sur le process de prédiction des entreprises. Et bien sûr, on a avec nous aujourd'hui le représentant d'un leader mondial de l'analytique et de l'intelligence artificielle. Il est avec nous depuis Casablanca. Il s'agit de Youssef Aklal, directeur général des SAS pour la région Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Bonsoir Youssef Aklal et bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Alors, il y a un avant et un après Covid-19 dans un peu tout, n'est-ce pas? Et surtout en termes d'anticipation et de prédiction. Absolument, absolument. Je pense que autant la crise du Covid-19 se traduit bien évidemment par une crise économique, autant c'est aussi ça joue aussi un rôle de catalyseur et d'éveilleur des consciences. Les gens se rendent compte dorénavant que il y a un avant et après Covid, et le dénominateur commun à toutes ces problématiques-là, c'est bien la donnée, la data et l'analyse de cette donnée et la nécessité de pouvoir se doter des outils, de la stratégie pour pouvoir anticiper, analyser de manière prédictive dans les différents domaines. Et si on pouvait justement parler de l'impact de la Covid-19 et notamment ce manque de visibilité sur tous les pans un peu de l'économie, quel impact sur les processus d'anticipation et de prédiction et par ricochet de résilience des entreprises? Absolument. En fait, ça a eu un impact, je dirais, positif. Positif car ça permet aux différents décideurs dorénavant d'inclure systématiquement dans leur process de décision une analyse qui est beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus scientifique et qui se base sur des faits et de la donnée. Donc, de ce point de vue-là, c'est positif, ça fait bouger les lignes, ça fait sortir des zones de confort, et c'est pas toujours évident pour certaines organisations. Donc ça, c'est absolument nécessaire. Par rapport aux différents secteurs d'activité, le Covid a évidemment touché des secteurs plus que d'autres, de par leur nature. Bien évidemment, des secteurs tels que le tourisme et le transport sont les plus touchés. On a tendance à penser que les banques, les assureurs ou les opérateurs télécoms ont été plus résilients. C'est globalement vrai, mais je pense qu'il faut souligner, c'est qu'au-delà de tout ça, ceux qui résistent le mieux, qui ont été le plus résilients, tout autre paramètre étant égaux, c'est ceux qui ont adopté cette démarche de conduite de changement, d'intégrer systématiquement la donnée, l'analyse de la donnée et la prédiction dans leur prise de décision. Et cette crise de Covid-19, finalement, n'est qu'une bonne nouvelle, c'est assez paradoxal, comme catalyseur et accélérateur de cette prise de conscience. Et quand vous parlez justement, c'est intéressant que vous parliez de ces secteurs-là, mais il y a certains secteurs qui sont déjà dans l'analyse de données, c'est-à-dire que finalement, cette crise de Covid, comme vous le disiez, n'a fait qu'accélérer ce process. Mais qu'en est-il des autres secteurs qui sont amenés aujourd'hui à prendre des décisions et notamment à choisir, par exemple, leur marché, admettons. Est-ce que vous pensez que se référer à cette optique d'analyse des données pourrait être démocratisé à d'autres secteurs que ceux, bien sûr, classiques qui utilisent la donnée depuis quelques années maintenant, à savoir, bien sûr, les banques, les assurances ou encore les télécoms? Absolument. Tous les secteurs sont concernés dorénavant. Les banques, les assurances, les télécoms, c'est un processus infini. C'est un apprentissage, on parle de machine learning et d'intelligence artificielle, parce que c'est un processus infini. Et pour parler en langage simple, par processus infini, j'entends le processus qui, que ce soit
pour des raisons business ou des raisons de conformité, oblige chaque entreprise, banque, assurance et télécom à continuellement revoir ses modèles, ses processus, ses manières d'adresser ses clients, partenaires, fournisseurs, de prédire de manière systématiquement plus rapide et meilleure. Mais au-delà de ces secteurs classiques, qui brassent historiquement beaucoup de données et qui ont cette culture d'analyse de la donnée, aujourd'hui, il y a des secteurs, je dirais, vitaux, directement liés au Covid-19. Aujourd'hui, c'est tout simplement la problématique numéro un de chaque gouvernement, de pouvoir chaque jour suivre de manière précise les indicateurs liés au Covid, le nombre de cas, le taux de létalité, et de pouvoir suivre, anticiper, planifier aussi d'un point de vue logistique quel va être l'impact et l'évolution et les trains de la tendance d'évolution de ces cas de Covid et comment mettre en place en face les nombres de lits suffisants, mettre en place toute la logistique médicale qu'il faut. Et ça se base de manière très concrète sur l'analyse de ces tendances-là et en utilisant des outils technologiques, on répond à des problématiques très concrètes aujourd'hui qui permettent de mieux traiter les patients et de sauver des vies même. Donc, oui, alors c'est intéressant que vous souleviez ce point-là parce que, bon, au-delà du secteur privé, là vous parlez de l'utilisation, n'est-ce pas, de l'intelligence artificielle dans la manière même avec laquelle le gouvernement formule sa réponse à des urgences, et notamment celle-ci que nous sommes en train de vivre par rapport à la Covid-19. Est-ce que le pays, compte tenu de votre expérience, bien sûr au Maroc, mais également en Afrique francophone, le Maroc est-il bien outillé en termes d'infrastructures liées à la data ? Alors écoutez, d'un point de vue purement technique et technologique, nous n'avons franchement plus rien à envier aux pays développés. On a l'infrastructure qu'il faut. Je pense, on pourrait en parler longuement, il y a des efforts à faire par rapport à la qualité de la donnée que nous gérons, pour être sûr qu'on se base sur de la donnée de qualité pour produire des analyses prédictives qui sont pertinentes. Mais au-delà de ça, je pense que la problématique principale sur laquelle il faut vraiment accélérer, c'est une problématique de conduite, de changement et d'approche. Rentrer cette donnée et cette analyse de la donnée dans la prise de toutes les décisions. Aujourd'hui, il y a encore des décisions qui se font pas forcément de manière la plus rationnelle possible. Et les outils technologiques aujourd'hui sont très puissants et permettent justement d'aider le décideur, y compris dans le secteur public, y compris pour ces problématiques liées au Covid, de se baser sur des faits et sur de la data et sur du prédictif qui est calculé à partir de cette intelligence artificielle qui existe. Donc il faut s'en doter, il faut s'en outiller et il faut généraliser ça. Aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose qui est uniquement pour certains secteurs historiquement connus pour être prêts pour brasser et analyser de la donnée. C'est une nécessité, c'est possible. Il faut que la politique et la stratégie suivent la cadence du secteur, je dirais, privé. Alors justement, est-ce qu'il y a aujourd'hui, on parle ici d'infrastructures techniques, technologiques, mais quid de l'infrastructure humaine, enfin des compétences humaines? Est-ce qu'aujourd'hui, avec bien sûr ce phénomène de fuite des cerveaux, et notamment du côté de nos ingénieurs marocains, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un manque à gagner peut-être par rapport à cela, où nous disposons d'assez de data scientists au Maroc pour pouvoir répondre justement à cette évolution ultra rapide de ce secteur d'intelligence artificielle et de data science? Vous avez entièrement raison, vous mettez le doigt sur le nerf de la guerre. La ressource humaine, c'est la clé. Nous n'en avons pas assez, nous n'en formons pas assez, et en plus, on a cette problématique de fuite de cerveau qui reprend de plus forte ces dernières années. Donc, ceci est un appel à tout le monde académique, université, école, pour redoubler d'efforts, pour pouvoir produire, entre guillemets, encore plus de ces nouvelles compétences et métiers tels que les data scientists et les business analysts dont nous avons besoin. Donc il y a une prise de conscience qui est déjà là. Là encore, il faut accélérer cette formation. Et je pense humblement que des acteurs du monde technologique comme nous avons un rôle
essentiel de partenaires à jouer avec ce monde académique pour s'assurer qu'on ait des formations adéquates, qu'on forme des personnes qui ont les compétences adéquates pour accompagner les entreprises sur ces problématiques-là. Et un mot pour terminer sur justement, on parle de compétences, donc on parle de jeunesse, on parle d'avenir. Le futur justement, Yousf Aqlal, de l'analyse des données au Maroc, comment se trace-t-il? Écoutez, le futur, moi je suis de nature optimiste et de manière pragmatique, quand on voit ce qui s'est passé en quelques mois seulement, ce que secteur public et privé ont réalisé concrètement, et combien les gens se sont adaptés et ont pu sortir de leur zone de confort, expression qui m'est chère, et progresser, moi je ne suis que positif. Je pense simplement qu'il faut accélérer l'exécution, notamment des partenariats tripartites entre le monde académique, le monde de l'entreprise et des acteurs technologiques tels que nous et d'autres confrères qui peuvent aider en jouant ce rôle de catalyseur, je dirais. Donc nous ne parlons plus de partenariat public-privé, mais de partenariat recherche-développement public et privé. En tout cas, si la Covid-19 a également appris quelque chose au tissu public comme privé, c'est exactement cela. Merci beaucoup, en tout cas, Yousf Aqlal, directeur général de la région Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale de SAS, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous.